Bonsoir à tous, bienvenue à dans ce septième webinaire de l'ARIBA consacré à l'intelligence artificielle. Un grand merci au professeur Luc Jean-Jean qui a accepté ce défi de nous exposer les applications qui actuellement ont lieu dans ce domaine à l'Institut de l'ARAMAV à Nîmes que vous connaissez tous. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques mois, lors du congrès de Rouen, le professeur Dan Miléa nous avait exposé la révolution qu'a entraîné l'irruption de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'ophtalmologie et en particulier dans le domaine du diagnostic en nous évoquant entre autres la rétinopathie diabétique ou la confirmation de la présence d'éventuels œdèmes papillaires. Il est certain que dans notre domaine des techniques de compensation du handicap visuel, beaucoup d'autres pistes sont encore à explorer, aussi bien dans le domaine de la rééducation que dans le domaine de la réadaptation visuelle. Et c'est avec beaucoup de plaisir que j'envisage donc cette soirée. Je vais d'abord laisser la parole à Romain Pro qui va vous exposer, comme d'habitude, les modalités techniques de notre soirée. Voilà, donc comme d'habitude, et c'est très simple, hein, avec Béatrice, donc nous allons modérer vos questions au cours de la soirée. Et pour les poser, il faut utiliser le petit icône Q&R, donc questions-réponses. Vous les posez tout au fil de la présentation. Et certaines, nous y répondrons en direct et d'autres, on se les gardera pour animer le débat des questions-réponses de la fin du webinaire. Donc, je vous souhaite un excellent moment. Moi, je dois vous avouer, sans présenter tout ce qui va être dit, que j'ai appris énormément de choses pendant la session de répétition. C'est vraiment un sujet passionnant et d'ores et déjà, je sais que vous avez passé un excellent moment. Donc, je vous souhaite à toutes et tous un excellent webinaire et on se retrouve soit pendant les questions par message, donc je le redis QR, ou sinon à la fin pour discuter autour du débat. Donc, Vic, c'est à toi. Merci pour cette introduction. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Voilà, donc là, c'est tout bon. Juste un petit contrôle. Est-ce que vous voyez bien ma diapositive? De notre côté, c'est bon. Voilà, donc merci pour l'invitation. Donc, je vais vous présenter ce qu'on fait à la clinique Aramav. Alors, ce soir, ce sera surtout axé réalité virtuelle et réalité augmentée, même si on utilise des technos d'intelligence artificielle. Là, ce soir, c'est vraiment axé réalité virtuelle et réalité augmentée. Donc, tout d'abord, voici mes liens d'intérêt avec certaines sociétés dont je vais parler. Donc, il faut savoir que en France, on a à peu près 2 millions de personnes malvoyantes, hein. Les pathologies, vous les connaissez tous, hein, diabète, DMLA, glaucome, AVC, neuropathie optique, des rétines pigmentaires. Et donc, actuellement, il y a l'étude Homer, dont on est en train de compiler les résultats, qui vont nous donner vraiment un aperçu plus précis de la population malvoyante en France. Donc, il y a une forte demande de rééducation basse vision et finalement, pas mal de délais d'accès pour notamment intégrer des centres avec hospitalisation complète. Donc, ce que souvent les aidants, les familles ou le grand public ont du mal à comprendre, c'est que quelqu'un qui est totalement aveugle, on voit ce que c'est. Quelqu'un qui a un déficit du champ visuel, même avec une bonne acuité, c'est plus difficile à modéliser. Donc là, par exemple, on a différents types d'atteintes du nerf optique, et on a également des patients qui sont déficients visuels, avec une atteinte corticale et donc des patients qui vont avoir des hémianopsies latérales homonymes, des patients malvoyants à 10/10 et qui ont, besoin d'une rééducation. Donc les conséquences de la déficience, visuelle, elles sont multiples. Bon, bien sûr psychologiques et sociales et surtout, il va se passer un phénomène de mise en échec, de cercle vicieux qui fait que le patient va éviter les situations potentiellement à risque, d'où une auto-limitation. Le patient va rester chez lui avec une perte de capacité par perte de stimulation, une aggravation du handicap. Ça va aboutir bien sûr à une baisse sévère de la qualité de vie et de l'autonomie, d'où l'importance de la rééducation basse vision. Alors le réseau basse vision, bien sûr, je vais vous parler du réseau Ariba, de la société francophone de basse vision, dont l'annuaire est sur Internet. On conseille ça aux patients ou aux professionnels pour trouver évidemment des professionnels, impliqués en bas vision, près de chez eux. Donc ces professionnels exercent en libéral ou en structure spécialisée, surtout HDJ, puisque, il y a 3 centres en France avec hospice complète, dont la clinique Aramav. Et l'idée souvent, nous on a des patients qui arrivent à la clinique et qui nous disent: «Mais pourquoi on ne nous a pas parlé de vous avant?» C'est 5, parfois même 10 ans après la baisse de vision. Et l'idée, c'est qu'on est en train de travailler justement pour mieux orienter les patients. Donc ça fait quelques années que la RADV a mis en place
un numéro vert de conseil et d'orientation qui est le 0800 013 010, qui est accessible pour les patients, pour les professionnels, qui est très efficace. Et également, au CHU de Nîmes, on développe une application de coordination de parcours qui va, pour un patient DMLA, depuis l'annonce de la maladie jusqu'à l'orientation basse vision, avec également des conseils au niveau aide sociale, et cetera. Donc l'idée, c'est qu'on voudrait, rendre ce parcours patient, le parcours d'un patient, qui a une basse vision, beaucoup plus fluide, qu'actuellement. Alors la clinique Aramav, où je travaille, donc fait partie d'un ensemble qu'on appelait les Visiopôles, puisque j'ai ouvert un service de dépistage rapide, puisqu'évidemment la meilleure prévention, le meilleur traitement des maladies visuelles, c'est la prévention. Donc, on a ouvert un service de dépistage à l'hôpital. On a un service avec toutes les spécialités, dont la neuro-ophtalmo, puisque c'est ma spécialité à l'hôpital, et bien sûr la clinique Aramav quand, le patient a besoin d'une rééducation basse vision. Donc on y fait de la rééducation pluridisciplinaire. Ça signifie qu'on a des ergos, des instructeurs en locomotion, des instructeurs pour l'autonomie, des orthoptistes, des éducateurs, une psychologue, des assistantes sociales, des psychomotes, 2 médecins généralistes, et nous sommes 3 ophtalmos à y travailler à temps partiel. Donc nous avons 20 lits d'hospice et 8 lits en hospice de jour. Donc ça, c'est l'ARS nous a donné récemment une augmentation de 6 lits supplémentaires en hospice de jour, ce qui facilite, l'admission de nos patients et la diminution de nos délais d'admission. Donc la rééducation, c'est de la rééducation sur mesure. Donc on fait des programmes adaptés en fonction du déficit visuel. Ça va du programme 1, globalement, une DMLA à 3/4 dixièmes. Programme 4, c'est des patients qui n'ont plus de potentiel visuel. Programme 5, on va avoir des patients type rétine pigmentaire ou glaucome, où le patient va avoir une bonne acuité centrale, mais plus de vision périphérique. Donc ça, c'est vraiment beaucoup de sens compensatoire, beaucoup d'orthopsie. C'est des programmes assez intenses. Et puis on a des programmes spéciaux, les programmes surdicicité. Donc on va rééduquer des patients sourds aveugles, notamment les syndromes de Usher et les neurofibromatoses de type 2, et également tout ce qui est neurovisuel, syndrome de Benson ou post-AVC. On va également, avoir des options, donc que ça soit le braille, l'informatique ou la psychomote, et nos séjours durent de 2 à 6 mois. Donc les indications pour venir à la clinique, c'est soit bien sûr une cécité, mais dès que l'atteinte centrale est inférieure avec une acuité inférieure à 4 dixièmes, une, atteinte du champ visuel périphérique avec un champ visuel moins de 30°, et tout ce qui est hémianopsie latérale homonyme, quadrapsie latérale homonyme. Alors souvent l'indication c'est de jeunes patients qui souhaitent reconduire. Donc évidemment, il n'y a pas de certitude que le permis va être revalidé, mais il y a une possibilité après, revalidation après rééducation, basse vision. Également des patients en état de surdicicité, et puis bien sûr tout ce qui est troubles neurovisuels, que ce soit donc les syndromes de Benson ou les post-AVC. Alors le parcours patient, il est bien établi, c'est-à-dire que c'est soit un professionnel, soit le patient qui nous contacte par téléphone ou par courrier. On va envoyer un dossier, le patient nous renvoie un dossier, je sélectionne, je détermine si l'acuité justifie du pluridisciplinaire chez nous. Si, le patient nous semble relever d'une rééducation, on va le convoquer sur une journée où on va faire une hospice de jour d'évaluation, où là on va voir les orthoptistes, assistants sociales, les IDE, médecins généralistes, et cetera. Et à la fin de la journée, on va prescrire. Donc ça va être P1 DMLA, P2, on va voir par exemple DMLA qui va être à un 20e, un peu plus atteinte. P3, encore un petit potentiel visuel. P4, plus de potentiel. P5, ça va être les glaucomes et RP. On va prescrire les programmes spéciaux s'il y en a, donc surdicicité ou neuro, les options, braille, informatique, psychomote, et la durée, donc de 2 à 6 mois. Et puis si le patient est à moins d'une heure, on va, quel que soit le programme, on va proposer de l'hospice de jour. Et si le patient est à plus d'une heure de trajet, puisque chez nous c'est vraiment de la rééducation tous les jours de la semaine, on va proposer de l'hospice complète sur un de nos 20 lits d'hospice. Le patient rentre chez lui et quelques semaines à quelques mois plus tard, il revient pour son séjour qui va se décomposer en 3 parties. Le bilan de 15 jours, où on va évaluer finement, sa vision et ses objectifs. La rééducation basse vision proprement parlée, qui va durer donc on va dire la suite du séjour avec des stratégies visuelles, la coordination à une main, la technique de Kahn, et enfin la réadaptation, donc les activités de vie quotidienne, aller retirer des billets de banque, les transports en commun, la préparation des repas, et cetera. Donc voici, quelques photos prises à la clinique.
avec nos casques de réalité virtuelle dont je vais vous parler. C'est effectivement au départ l'historique, la rééducation basse vision, c'était pour la cécité totale. Avec la DMLA est arrivé un nouveau paradigme de rééducation qui fait que non seulement on va pas essayer d'aveugliser, de se servir des sens compensatoires uniquement, mais on va optimiser le peu qui reste. Donc dès qu'il y a un peu de vision fonctionnelle, on va aller l'optimiser, on va aller le chercher. L'idée c'est, bon, dans la DMLA, vous connaissez tous évidemment le point de suppléance. Donc nos thématiques actuelles et nos spécialités, donc les patients en état de surdicécité, les patients avec atteinte neuro-ophtalmo, avec notre filière CHU où on a un service de neuro-ophtalmo, la création de nouveaux outils de rééducation basse vision, que ce soit avant de venir à la clinique, en relais de la clinique Aramav ou même sur des patients qui ne viendront jamais à la clinique. Et puis également, ce dont je vous parlais au début, des outils de sensibilisation à la déficience visuelle. Donc nous, notre outil qu'on développe depuis environ 8 ans, qui est le logiciel Simba, où on va modéliser le déficit visuel du patient à l'aidant. On met un casque de réalité virtuelle et on va simuler une rétine pigmentaire, un glaucome, une HLH, etc. Lors de journées de liaison où la famille vient voir les progrès et est en immersion à la clinique Aramav. Et donc là, on a un programme spécifique pour les aidants et bien sûr les patients qui le souhaitent, où on va simuler le déficit visuel grâce à un casque de réalité virtuelle. Alors, on a commencé à travailler d'abord sur les jeux sérieux. Pourquoi les jeux sérieux? Ben, l'idée, c'était de se baser sur le circuit de la récompense, hein, la sécrétion de dopamine qui va créer du plaisir, de la dépendance. Donc moi, j'ai des ados qui jouent aux jeux vidéo. Effectivement, on voit ce côté addictif. Et l'idée, c'est de rendre les programmes de rééducation vraiment plus ludiques et rendre les séances plus attractives. Alors les toutes premières versions de jeux qu'on avait réalisées, c'était avec une école de jeux informatiques, sur Nîmes et on leur a expliqué ce qu'on voulait faire et finalement très peu de contraintes. On leur avait dit: «Il faut que ça soit ludique, il faut qu'il y ait un score à battre, il faut explorer l'environnement, et bien sûr travailler la coordination entre l'œil et la main» et donc là, vous avez sur la partie gauche de mon écran, les versions bêta, bah, c'était les tout premiers jeux vidéo qu'on a créés avec à titre, bah, vraiment pour rééduquer nos patients. Il y avait un petit jeu en réalité virtuelle, du multi-écran, de l'écran tactile. Et puis, on a voulu tester des jeux dits du commerce qu'on peut télécharger sur les stores. Donc là, vous avez le jeu Table the Frog, qui est un jeu qui est très intéressant parce qu'on peut jouer sur tablette, sur téléphone et qu'il est très progressif, très coloré, très contrasté et pour travailler le repérage ou la coordination œil-main, c'est un jeu qu'on a utilisé chez nous à la clinique et puis on s'était posé la question, mais finalement, parmi toute cette jungle de jeux, de propositions pour rééduquer votre vision et cetera, il y avait pas de label et donc on a décidé de créer un label Arama, qui finalement les sociétés nous proposent des, logiciels ou du matériel. Le patient et les rééducateurs le testent et si à la fin de la période de test, c'est validé, on va le labelliser en sachant qu'à la clinique, on a 2 niveaux. On a le premier niveau, c'est adapté aux patients déficients visuels et le deuxième niveau, c'est utile en rééducation basse vision et donc on a créé tout un parcours de labellisation donc là, actuellement, c'est, quelques exemples de process en cours. Donc on a les bracelets N-Vibes pour, la locomotion. On a les tablettes Virtuose qui sont des tablettes tactiles donc qui sont en fait par, la société Philobject qui en fait, c'est des plans, en relief où en fait, dès que vous appuyez, vous allez pouvoir interagir et ça va vous donner, l'endroit où vous êtes. Hem Et bien sûr la ceinture Arta, qui a gagné le 1er prix concours Lépine cette année, qui est une ceinture haptique. Globalement, vous avez une caméra qui filme, ça, c'est pour les patients, non-voyants et dans le dos, vous allez avoir, en fait, des petits picots qui vont sortir, qui vont modéliser l'obstacle en face de la personne. Donc, là, on est en process de labellisation pour, ces technologies et c'est vrai que les patients sont ravis parce qu'ils bon, ils bénéficient des toutes dernières technologies et en plus, ils déposent leur casquette de patient et ça devient des experts. Voilà, vraiment des bêta-testeurs et ça, nos patients sont très friands de ces programmes. Alors on a voulu, également s'intéresser à la réalité virtuelle et donc effectivement, depuis des années, on peut opérer une cataracte en réalité virtuelle, on peut s'entraîner à opérer également une prothèse de genou. Donc en médecine, la réalité virtuelle vraiment, commence à prendre beaucoup d'importance. On peut aussi faire de la téléchirurgie. Le téléchirurgien, enfin le chirurgien est en Chine par exemple et le patient à New York, on peut opérer à distance. Si vous avez peur des araignées, des reptiles, si vous avez le vertige, si vous avez la phobie de l'avion, bah, grâce à une thérapie immersive, on peut améliorer la situation
Et également, donc je parle toujours des Canadiens qui ont un traitement qui sont, je dirais, pour le syndrome Rambo. C'est des soldats qui reviennent de zones de combat, qui ne sont pas blessés, par contre, qui sont plus adaptés à la vie civile. Et donc, par du jeu sérieux en réalité virtuelle, on peut les immerger. C'est ce côté immersif qui nous a fait prendre conscience du potentiel que ça pouvait avoir en basse vision. Alors, il faut savoir qu'il y a différents dispositifs, donc c'est vraiment ça commence vraiment à exploser. Il y a plusieurs, je dirais, dispositifs différents. Donc, on va dire, en gros, vous avez les casques VST qui sont vidéo see-through, c'est-à-dire que là, si vous mettez le casque sans alimentation, c'est tout noir. Vous avez un casque de réalité virtuelle, donc vous avez l'Oculus Quest et l'HTC Vive. Ceux-là, on peut les utiliser en réalité virtuelle. Vous êtes totalement immergé dans un environnement virtuel ou en réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est tout simplement la coexistence entre l'environnement réel du patient et des éléments virtuels qu'on va venir rajouter. Donc imaginez, vous êtes dans votre pièce, là actuellement là où vous êtes, vous mettez le casque, vous l'allumez, ça va filmer tout ce qu'il y a autour de vous et en plus on va pouvoir faire apparaître des objets virtuels. Et ce qu'il y a de beau avec cette technologie, c'est la coexistence entre des éléments virtuels et des éléments réels. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée et vous pouvez l'avoir sur ces casques-là, donc on dit VST. Les avantages quand on les utilise en réalité augmentée, c'est que l'environnement est capté et il peut être modifié en temps réel. Donc en basse vision, ça peut être intéressant pour soit améliorer les contrastes, soit simplifier l'image. C'est-à-dire qu'on peut faire un vrai traitement de l'image en temps réel. Donc c'est très intéressant. Les limites, c'est que finalement, en dehors du casque, on n'y voit rien et que on est limité pour la champ de vision périphérique. On est limité tout simplement par la taille de l'écran à l'intérieur du casque. Donc ça, ce sont les dispositifs VST. Et puis, on a les casques dits OST, donc ou Optical See-Through, c'est-à-dire qu'on peut voir à travers et on va pouvoir projeter des éléments virtuels. Donc, c'est-à-dire que là, la coexistence, elle est naturelle puisque l'environnement est réel, vous le voyez à travers les lunettes et grâce à des écrans transparents, on va venir faire apparaître des éléments virtuels. Alors, on peut s'en servir en chirurgie, comme vous voyez en bas avec les Magic Leap, le fameux casque Microsoft HoloLens, là, qui est magnifique. Donc là, l'avantage, c'est que l'environnement réel est vu directement. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire, c'est vraiment le véritable environnement, c'est pas quelque chose qui est filmé par une caméra. Et là, l'avantage, c'est que comme vous avez des lunettes transparentes, vous voyez beaucoup plus l'environnement, beaucoup plus la vision périphérique. Alors les limites, c'est que évidemment, ce qui est projeté, c'est sur une petite zone, et que par contre, comme c'est projeté sur quelque chose qui est transparent, bah, vous avez une faible luminosité quand vous êtes en plein jour. Donc voilà, donc ça a aussi ses inconvénients. Donc tout est utilisable, ça dépend de ce que vous voulez faire avec, évidemment. Donc nous, on a utilisé le casque HTC Vive, qui est donc ce casque-là, qui est très performant. Donc à l'époque, quand on a commencé le projet en 2016-2017, c'est ce qui se faisait de mieux. Et donc on a gagné le premier prix de la Fondation Écoutez Voir en 2016, qui nous a permis de développer un logiciel en réalité virtuelle. Et donc on a commencé par un parcours intérieur, qui est une cuisine thérapeutique, où tout ce qui est dans la cuisine est tout à fait interactif. Donc, vous pouvez, avancer et puis il y a les chaises qui bougent, il y a les tiroirs qui s'ouvrent, il y a la porte du frigo qui va s'ouvrir et on va, en fait, immerger le patient dans cet environnement virtuel où rapidement il va être totalement happé et persuadé d'être dans cette cuisine. C'est assez bluffant de voir le degré d'immersion qu'on peut avoir dans cet environnement. Donc voilà, il y a différentes missions qu'on peut faire, aller vers l'évier, prendre, les livres que vous voyez sur l'îlot central, lire une recette et cetera. Donc il y a tout un tas de missions qu'on peut faire en fonction du déficit visuel et de ce que vous voulez faire avec, le patient. Donc, l'idée, c'est tout ça, c'est bien joli, mais est-ce que c'est bien toléré? Là, on parle quand même de patients déficients visuels, très photophobes. Est-ce que finalement se balader avec, un casque de réalité virtuelle avec un écran à 2 centimètres des yeux, est-ce que c'est bien toléré? Donc c'est ce que j'ai voulu, tester et confirmer à la clinique en faisant l'étude Virare1 qui est une étude de tolérance et de faisabilité, d'utilisabilité de la réalité virtuelle chez le sujet déficient visuel. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, ici en vrai. Donc à gauche, c'est le retour écran de ce que voit le rééducateur. Et à droite, c'est un des 2 yeux, je dirais, vu par le patient qui, lui, est totalement immergé et la main est modélisée. Vous voyez, c'est une sorte de gant là qui bouge. Donc, on voit la main qui bouge et on peut attraper des éléments grâce à des manettes. Ça nous permet de saisir, d'interagir avec l'environnement. Donc là, vous voyez que, ben voilà, je vais ouvrir le tiroir. Alors, on peut se balader, on peut
aller dans différents éléments de la cuisine. Là, par exemple, on va aller ouvrir le frigo et voilà, on va pouvoir demander au patient de repérer, d'attraper, de déposer ailleurs, de découper. Voilà, c'est assez infini d'ailleurs comme, comme mission qu'on peut poser au patient, en sachant qu'on peut aussi faire uniquement du repérage, uniquement du déplacement, tout mixé. Donc, c'est très intéressant pour, voilà, pour un patient qui a une ERP, par exemple, pour voir comment il se déplace. Donc, c'est une évaluation écologique du patient qui nous semble très, très intéressante. Voilà, donc vous voyez les différents éléments. Donc, sur l'étude Virare 1, on a inclus 30 patients. Donc, ces patients avaient 3 atteintes différentes. Une atteinte centrale, donc DMLA, atteinte périphérique, c'était des rétines pigmentaires, et une atteinte plus globale, des atteintes diffuses de patients qui n'y voyaient, voilà, de manière ABC, de manière globale. On a fait 3 phases de test. D'abord assis, si c'était bien toléré, debout, et si c'était bien toléré, en phase de déambulation, c'est-à-dire on faisait marcher le patient. Donc, globalement, la tolérance était excellente. On a eu quelques effets secondaires qui étaient assez limités. Finalement, c'était très léger, mais on en a eu quelques-uns. En phase assise, il y avait une petite, très légère photophobie, mais tout à fait tolérable. En phase debout, on a eu quelques patients qui ont décrit des légers vertiges, mais qui n'ont pas interrompu la séance, et quelques douleurs cervicales. Alors, c'est vrai qu'on a des patients parfois assez âgés, avec un peu d'arthrose cervicale, ça peut être une limite. Nos casques actuels ont fait d'énormes progrès, mais il y a encore la batterie, il y a encore pas mal de choses. Donc, c'est vrai que certains patients qui ont de l'arthrose cervicale, il faut prévenir que ça peut peser un petit peu. Et en phase de déambulation, ce qu'on a trouvé, c'est que certains patients étaient tellement immergés voilà, qu'ils ont senti un léger sentiment d'anxiété. Encore une fois, c'est quelque chose qui, voilà, il faut prévenir le patient, mais aucun patient n'a arrêté la séance parce il en avait assez. Alors, l'idée, c'est que ce score-là, surtout qui est intéressant, c'est que la séance est appréciée à plus de 93 des patients. Et ce qu'on voit, c'est les patients qui ont moins apprécié ou qui ont eu le plus d'appréhension, c'était les patients rétinites pigmentaires pendant la déambulation, c'est vrai que ces patients avec des champs visuels très rétrécis, bah, finalement étaient relativement, anxieux et donc ça, c'est des patients qu'il faut bien prévenir. Alors nous, ça nous intéresse en termes d'évaluation du déplacement, en milieu écologique, mais c'est effectivement, c'est des choses qui peuvent être, qu'il faut prévenir et c'est des choses qu'il faut dire aux patients. Alors, là, je ne vais pas vraiment vous submerger de chiffres. Globalement, ce qu'il faut retenir de ces graphiques, c'est que, on a pu faire des différences entre les groupes de patients. C'est-à-dire que les patients les plus atteints au niveau visuel se débrouillaient le moins bien en réalité virtuelle. Ça semble évident de le dire comme ça, mais ça veut dire que les critères qu'on a choisis pour évaluer ces patients, étaient pertinents et on voit qu'en fonction du grade OMS, plus le grade OMS était élevé et moins les performances des patients étaient bonnes. Donc ce qui nous permet de pouvoir, grâce en affinant nos échelles de jugement, vraiment évaluer un patient en réalité virtuelle. Et ça, c'est un des éléments, j'y reviendrai tout à l'heure, qui nous semble très intéressant pour le futur de la réalité virtuelle comme élément d'évaluation de nouvelles thérapeutiques. Donc, en conclusion, l'étude Virare 1, c'est une expérience qui était agréable pour le patient. Pour lui, il ne considérait pas ça comme un examen, comme un champ visuel ou comme un examen classique, mais plutôt comme une expérience. On peut conclure que la VR, quand elle est bien modélisée, quand elle est bien programmée, c'est tout à fait adapté aux patients déficients visuels. Alors attention, pour des patients qui ont des douleurs cervicales, de les prévenir que le casque a malgré tout son poids, en sachant que les sessions durent 45 minutes au maximum, hein, on ne dépasse pas 45 minutes de VR, de réalité virtuelle. Et globalement, même pour un patient qui a des difficultés de mobilité ou on va dire d'équilibre, on peut tout à fait faire une séance de VR, de réalité virtuelle, si le patient est assis, hein. C'est-à-dire que vraiment, la tolérance assise de la VR, elle est assez exceptionnelle. Il y a aussi un point important, c'est l'adhésion. L'adhésion à ce que vous voyez déjà quand on est voyant, quand on met ce casque, on est vraiment au bout de 5 minutes, on est immergé. C'est pour ça que tous les jeux en réalité virtuelle sont si immersifs, c'est que vraiment on croit vraiment à ce qu'on voit. Mais un patient qui est déficient visuel, qui va pas voir les petits défauts de la VR, pour lui, il va être projeté dans un monde qu'il va croire réel, qu'il va penser réel, même si son cerveau lui dit, c'est de la vidéo, hein, c'est du virtuel. Il y aura toujours une tendance au patient, de manière réflexe, de s'appuyer sur des éléments du décor. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux patients déficients visuels qui sont en déambulation ou debout, de bien rester. Voilà, il faut qu'il y ait un rééducateur à côté du patient
pour prévenir ce risque de chute. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui est très puissant chez le patient, cette adhésion à ce qu'il va voir dans le casque. Donc pour moi, en plus de l'évaluation de la rééducation, un des axes les plus intéressants, c'est l'évaluation des patients déficients visuels. L'avantage de la réalité virtuelle, c'est que vous êtes dans des conditions parfaitement donc sécuritaires, mais en plus reproductibles. Je me souviens avoir participé à une étude il y a quelques années où il fallait avoir un luxmètre pour que, finalement les conditions d'examen soient les mêmes à Paris ou à Nîmes. Et l'idée, c'est qu'effectivement, en réalité virtuelle, vous avez 2 faits, que ça soit 3 heures du matin, 6 heures du matin, Nîmes, Paris, Stockholm, New York, ce seront les mêmes environnements lumineux. Donc, ce qui fait que pour des études multicentriques, pour tester de nouvelles molécules, de nouvelles thérapeutiques, ce sera très puissant pour voir un avant et un après. En multicentrique, en basse vision, c'est vrai qu'on a les échelles, qu'on a les échelles basse vision, qu'on a les OCT, mais au final, ce qui nous intéresse, c'est de voir les performances du patient en milieu écologique. Et je crois beaucoup à la réalité virtuelle comme critère principal d'évaluation dans des études multicentriques. Et ça, vraiment, c'est un des aspects qui me semble les plus intéressants de la réalité virtuelle. Et donc là, actuellement, à la clinique, on prépare Virare 2 où on va travailler sur tous les environnements possibles qu'on a, toutes les technologies, donc la cuisine que je vous ai présentée, mais également d'autres technos de VR et de réalité augmentée. Donc là, je vais vous montrer par exemple un environnement extérieur. Là, l'idée, ça va surtout intéresser en fait nos instructeurs en locomotion, en fait, pour voilà, essayer de faire du repérage dans un milieu urbain. On va avoir ici différents angles de vue. Voilà, donc ça, c'est l'idée de longer un trottoir, de traverser un passage piéton. Donc, je vais vous montrer ici un exemple de la séquence qui est en préparation, donc qui est une séquence, donc là, de repérage, voilà, où on va demander au patient de repérer le bouton du passage piéton. Donc, repérage de cible, coordination avec main et comme d'habitude. Donc là, la première phase, ça va être évitement d'obstacles, repérage de cible. Et la deuxième phase, voilà, là, hop, on repère le bouton. Là, on va pouvoir traverser, passer à la séquence 2. Donc là, on peut modifier la difficulté du passage. Donc soit on peut rajouter un piéton, on peut déclencher un chien, on peut déclencher un enfant, un vélo qui traverse. On peut modifier l'éclairage, ça peut être du contre-jour, ça peut être le soir. Voilà, donc tout est paramétrable. On peut aussi positionner le patient où on veut sur le passage. Voilà, et là, on peut travailler en toute sécurité avec le patient. Alors, ça ne va pas, bien sûr, remplacer la loco en extérieur, c'est tout à fait évident, mais la VR a cet avantage de faire vraiment un simulateur de vie quotidienne et travailler, évidemment, les difficultés de nos patients. Et donc, après la VR, je vous parlais de réalité augmentée. Donc ça, c'est le casque Pico 4 qui nous permet de faire à la fois de la VR et de la réalité augmentée. Donc, on a travaillé avec une société qui a développé avec nous en fait 14 petits modules de rééducation basse vision. Donc, c'est la société Setouken. Et l'idée, la réalité augmentée, je vous le répète, c'est la coexistence d'un environnement réel qui est filmé et l'apparition d'éléments virtuels dans le champ du patient. Et donc l'idée, tout simplement, c'est encore une fois travailler le repérage, travailler la poursuite de cible, travailler la coordination œil-main. Et donc voici quelques exemples. Donc là, voilà, c'était la version bêta. Et là, je vais vous montrer la version finalisée telle qu'on la teste actuellement à la clinique. Donc là, vous avez bon, les 14 petits modules, on va bien sûr pas tous les passer. Je vais vous montrer 2 exemples. Donc là, vous avez d'abord l'arbalète. Donc là, on choisit si le patient est droitier, gaucher, la durée, la difficulté du patient. On peut même faire un mode adaptatif. Tant que le patient réussit, ben, on va faire de plus en plus dur. Et donc là, on va pouvoir, donc vous voyez ça, c'est mon bureau. Et on va avoir en surimpression, voilà, l'apparition des ballons. Alors ça, c'est intéressant parce que les orthoptistes de la clinique nous disent, mais finalement, il y a peu d'exercices en basse vision. On peut travailler la vision intermédiaire, la vision de loin. Donc là, c'est vrai que cette idée de repérer, voilà, on doit bouger la tête pour aller repérer les obstacles, les ballons. On repère le ballon, on va viser, on va tirer. Donc globalement, c'est extrêmement facile pour quelqu'un qui est voyant, mais c'est vrai qu'on a demandé à faire des ballons de taille variable et ils sont toujours très bien contrastés. C'est-à-dire que vraiment, c'est des choses, quand vous mettez le casque, et quand on est voyant, vraiment, on les voit très très bien. Et quand on est déficient visuel, les patients nous disent, mais voilà, c'est des exercices tout à fait accessibles. Voilà, donc on voit ici les différents tirs. Donc évidemment, il y a un score à la fin et l'idée, c'est de travailler
travailler encore une fois le repérage, la coordination humain et entre chaque séance, le patient va pouvoir battre son score en fonction de ses progressions. Voilà, donc là, il y a le score qui apparaît, on va pouvoir passer à l'exercice suivant. Donc là, c'est l'exercice, je dirais, de niveau 3, puisque là, on est vraiment, il faut un peu de coordination également, puisque là, vous voyez, c'est un tir à l'arc, où là, on doit aller chercher la flèche dans le dos, repérer, coordonner les deux mains. Donc là, c'est un exercice qu'on ne va pas faire, bien sûr, ce n'est pas pour les débutants, c'est toujours très gradué. Et en fait, on va faire, en ce moment, on établit le programme de rééducation en intégrant de la réalité augmentée, en fait, pour nos patients. Voilà, donc ça, c'est un autre exemple. Donc là, c'était un patient qui était joueur de handball, qui n'avait pas joué, qui n'avait pas touché un ballon depuis 10 ans, et qui s'est porté volontaire pour tester un de nos modules, qui était en fait un arrêt de ballon, de foot. Et en fait, c'est un patient qui a vraiment un champ visuel extrêmement rétréci, qui est tout à fait tubulaire. Et effectivement, à la fin de la séance, pour ce qu'on ne voit pas là, mais à la fin de la séance, il a enlevé le casque avec un gros sourire en disant, mais je ne pensais pas que j'étais capable de faire ça. Donc il y a quelque chose aussi de remise en confiance qui est intéressant. Et ce côté ludique, moi, que j'aime bien, qui permet vraiment de rendre les séances beaucoup plus attractives. Donc ça, c'est un autre projet. Donc ça, c'est de la réalité virtuelle, où jusqu'à présent, nos instructeurs en locomotion travaillaient pour travailler des trajets, donc préparer par exemple des traversées à Nîmes ou au domicile du patient, pour préparer des trajets, donc Google Street, on l'allume sur l'ordinateur et puis on prépare des trajets. Sauf que un écran d'ordinateur, c'est petit. Pour un patient déficient visuel, c'est pas toujours évident. Et donc, on a couplé Street View, donc le déplacement, en réalité virtuelle. Ce qui fait que c'est beaucoup plus intéressant pour le patient qui va être immergé. L'image va être immense, évidemment, et c'est en plus le patient qui contrôle. C'est-à-dire qu'avec la tête, il va pouvoir tourner, le casque va comprendre que la tête tourne, et le patient va pouvoir de lui-même repérer des cibles, comme par exemple une ancienne de pharmacie, ou une ancienne rouge, etc., d'une épicerie, par exemple. Et ça, on va pouvoir le faire travailler en amont, et travailler d'abord avant de traverser un passage piéton à Nîmes, mais également pour aller de chez lui à sa boulangerie, à Strasbourg, Lille ou à Brest, par exemple. C'est ce côté immersif qui nous semble vraiment très intéressant. Donc ça, c'est également en cours de test à la clinique. C'est encore un des intérêts de la réalité virtuelle. On travaille également avec la société Virtualis qui, là, alors sur la photo en bas à gauche, vous voyez une patiente qui a un casque, un HTC, mais sur lequel et monter un leap motion. Enfin, tout simplement, c'est le petit rectangle noir que vous avez. Et cette patiente peut attraper des choses de manière virtuelle parce que la petite caméra va modéliser les doigts. Et par rapport à nos manettes, où en fait, on peut juste faire hop, on attrape, etc., comme vous avez vu sur la vidéo, là, on va pouvoir modéliser la pince avec chaque doigt. C'est beaucoup plus précis. Et notamment en ergo, ça nous semble beaucoup plus intéressant. Donc ça, ce sera sur des thématiques. Ils ont également des plateformes qui vont nous permettre de travailler l'équilibre, le transfert de force. Donc là, pour nos patients ECHER ou les patients qui ont des problèmes d'équilibre, ça, c'est aussi des choses qui nous semblent extrêmement prometteuses. Donc c'est en cours également de test à la clinique. Et puis récemment, on travaille avec la société Asoft qui, alors certains connaissent déjà, puisque c'est déjà dans les cabinets d'orthoptie pour la rééducation orthoptique classique. Mais il y a quelques modules qui nous semblent intéressants pour la rééducation basse vision. Cette techno a le gros avantage d'avoir un eye tracker intégré, ce qui pour les rééducateurs est très intéressant. Parce que pour l'instant, nous, la limite de ce qu'on fait, c'est qu'évidemment, on voit quand le patient tourne la tête. Par contre, les yeux, c'est une limite du système de réalité virtuelle. Donc là, l'avantage, ça pourrait coupler la réalité virtuelle avec l'eye tracking. Et donc ça, évidemment, c'est quelque chose pour nous qui est très intéressant. Donc là, on est également, et ce sera intégré à Virare 2 pour voir est-ce que ça peut avoir un intérêt chez nos patients en réalité virtuelle. Donc nous, les premiers tests sont très concluants. Et puis vous allez me dire: «Mais tout ça, c'est bien joli, mais comment vous faites pour nous dire si c'est bien ou pas?» Et donc je vous redis un petit mot sur le bilan 13-30 Aramov qui finalement est un marqueur très fort, de l'impact qu'on peut avoir chez nos patients entre le début de la rééducation et la fin de la rééducation. Donc je vous rappelle que c'est un questionnaire de qualité de vie et d'autonomie adapté aux patients déficients visuels qu'on a développé à la clinique Aramov
Et donc là, vous voyez un exemple où les 2 premières colonnes, vous avez le niveau d'autonomie du patient, de son propre point de vue, et la dernière colonne, c'est en fonction de cette autonomie, comment vous vous sentez. C'est le degré de qualité de vie. Et ça nous permet de faire en fait un dialogue entre l'autonomie du patient et sa qualité de vie. Donc par exemple, sur cette patiente, vous allez avoir la préparation des repas qui peut sembler paradoxale, c'est-à-dire qu'elle va avoir une patiente qui va avoir 97% d'autonomie, mais 20% de qualité de vie. C'est-à-dire qu'elle y arrive, mais avec de grandes difficultés et qu'elle n'est pas du tout satisfaite. Ce qui fait que nous, notre intervention, on sait que la préparation des repas, on va lui faire exploser sa qualité de vie avec une mise en place en fait de soit sens compensatoire, soit travailler les stratégies visuelles. Donc c'est évident que ce questionnaire nous permet de voir ce qu'il faut travailler, parce que parfois on a des scores d'autonomie très bas et des scores de qualité de vie très hauts. Et donc là, évidemment, on ne va pas forcément travailler ça, étant donné que ce n'est pas une demande du patient. Et donc ça nous permet, de manière globale, entre le début et la fin de la rééducation, de voir ce qu'on a amélioré. Et nous, notre ambition avec Virare 2, c'est de voir est-ce que les patients dont la rééducation a été aidée par la réalité virtuelle et augmentée, ont de meilleurs scores de qualité de vie ou d'autonomie, ou arrivent à la fin des programmes avant les patients de rééduquer de manière classique. Et c'est ce que je dis toujours, nous, c'est pas quelque chose qui va remplacer, bien sûr, la rééducation basse vision, c'est un outil, et c'est un outil qui va nous aider dès l'évaluation du patient, pendant la rééducation, et également pendant la réadaptation, comme par exemple une immersion dans un centre commercial ou un passage piéton. Donc vraiment, c'est quelque chose qui ne va pas tout révolutionner, mais c'est quelque chose qui va nous aider à chaque phase de la prise en charge de nos patients. Et donc pour terminer, quelques perspectives. C'est-à-dire qu'on va avoir, ce bilan 1330 RAMAB, mais qui n'est utilisable que chez l'adulte actuellement, et il est en français. Donc l'idée, ce serait de le traduire dans d'autres langues et de l'adapter, pour l'enfant et l'adolescent. De poursuivre évidemment notre labellisation, puisque c'est quelque chose qui pour nos patients et pour nos rééducateurs est très pertinent. On est en train de construire une salle de repérage sonore, pour du repérage de sources sonores fixe et mobile. Donc évidemment, ça pour entraîner les patients et faire que l'audition soit plus performante. On a également une impression 3D, une imprimante 3D et on a intégré le Rehab Lab pour finalement le Rehab Lab, c'est tout un réseau de structures de rééducation qui utilisent l'impression 3D et l'idée, c'est de voir en basse vision, qu'est-ce qu'on peut proposer aux patients? Donc on peut imprimer des guide checks, on peut imprimer des choses pour la cuisine, voilà ça et on intègre le patient, c'est que le patient est acteur lui-même de l'impression de son objet. Donc ça, c'est vraiment, très intéressant. Et puis mon ambition pour les années qui viennent, c'est, vraiment prouver que la réalité virtuelle et la réalité augmentée, mais surtout la réalité virtuelle pour l'évaluation, ce serait vraiment un outil pertinent d'évaluation de nos patients déficients visuels lors d'études vraiment, d'études contrôlées multicentriques. Donc que ça soit des nouvelles molécules, de la thérapie génique, des cellules souches et l'idée ce serait de voir avant-après dans plusieurs centres avec, nos solutions de réalité virtuelle ou une autre solution de réalité virtuelle pour vraiment prouver, en tout cas, il faut que tout le monde ait la même évidemment, pour prouver l'impact dans les déplacements et dans les activités de vie quotidienne chez nos patients déficients visuels. Et puis le dernier point qui est un point, qui va concerner notre financement. Donc le problème, c'est que vous savez que les structures de rééducation pluridisciplinaire basse vision ne sont pas reconnues, ou en tout cas n'ont pas la spécificité basse vision et qu'il y a un énorme travail qui est fait en ce moment, et je crois que Pierre est avec nous, docteur Safar qui est avec nous ce soir, un énorme travail avec le docteur Saou également, sur finalement la reconnaissance, de la spécialisation basse vision pour avoir un financement, adéquat puisque pour l'instant, la question du financement n'était pas réglée. Donc là, l'idée c'est que tous les SMR, tous les centres pluridisciplinaires, puissent avoir cette spécialisation pour avoir le financement complémentaire qui nous manque pour pouvoir continuer à accueillir, nos patients. Et pour finir, c'était une situation de Cézanne puisqu'on n'est pas très loin, de la Sainte-Victoire. L'idée c'est que, il disait Cézanne: «Dans le peintre, il a 2 choses, l'œil et le cerveau, tous 2 doivent s'entraider. Il faut travailler à leur développement mutuel, à l'œil par la vision sur nature et au cerveau par la logique des sensations organisées» et on voit que ce dialogue entre l'œil et le cerveau, en basse vision, c'est vraiment quelque chose qui est, qu'on voit en permanence.
Et pour terminer, un petit point scientifique neuro-ophtalmo pour ceux que ça intéresse, puisque j'organise le CNOF à Nîmes, c'est le congrès du club de neuro-ophtalmologie francophone, où les meilleurs spécialistes neuro-ophta francophones descendront dans le sud. C'est du pratique, c'est aussi les dernières avancées en neuro-ophtalmo. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Luc.